Oui, alors bonjour à tous. Donc nous allons poursuivre avec la question de l'échelle cartographique. Je voudrais revenir sur quelques points qui ont été passés un peu rapidement, je trouve. Donc une définition ici qui est sensiblement la même que celle qu'on a vue. Rapport en définition de l'échelle cartographique, une distance représentée sur la carte et donc cette même distance dans la réalité et surtout exprimée dans la même unité. On a vu ça un petit peu rapidement, je voudrais y revenir. Donc on a un exemple ici. On sait qu'une échelle c'est une fraction puisque on rapporte de l'information 3D sur du 2D, donc on doit inévitablement la réduire. Donc le chiffre c'est une fraction, donc représentant une partie qui est à gauche qui représente la carte et l'autre partie sur le terrain. Ici, donc 1 cm dans la partie fractionnaire ici de l'échelle. Ce que ça signifie, c'est que 1 cm sur la carte, le chiffre qui est ici, représente 10 000, dans la même unité, 10 000 cm dans la réalité. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire ce qu'on appelle une NABAC, ou bien une espèce de grille de conversion, vous connaissez ça bien sûr, pour convertir les deux. On donne donc des millimètres, centimètres, décimètres, mètres, décamètres, hectamètres et kilomètres. Donc, dans le cas qui est ici, 10 000 centimètres, on met un zéro ici, un autre là, un ici et un là. Donc, 10 000 centimètres équivaut à 1 hectamètre, donc, ou 0,1 km. Ça va? Donc, représenter du centimètre en kilomètre. Donc, l'échelle cartographique. On se pose beaucoup la question, il y a une grosse confusion donc par rapport à ça, puisque l'échelle est une réduction d'un territoire très grand sur une carte qui est plus petite. Il s'agit d'une fraction, on doit diviser le territoire, le couper en petits morceaux. Donc des fois ça porte à confusion à savoir qu'est-ce qu'une grande échelle et qu'est-ce qu'une petite échelle. Le réflexe qui est mauvais est de se dire, mettons que je vous pose la question dans un examen ou en classe, dans les chiffres qui sont ici, prenons seulement la partie qui est en haut, là, pas tout le calcul dans le bas du tableau. Dans le chiffre 1 divisé par 10 000 ou 1 sur 10 millions, quelle est la grande échelle et quelle est la petite? Le réflexe est de se dire, le chiffre ici est très grand, 10 millions, voici donc la grande échelle. Ce n'est pas le cas, c'est la petite échelle puisqu'on divise le territoire comme tel. C'est une fraction. On le voit très bien ici. Donc, la petite échelle n'est pas celle où le chiffre est petit. Ici, le 1, 10 millions, c'est bien la petite échelle et non la grande. On le voit très bien ici parce qu'on divise le 1 par 10 millions. Donc, évidemment, le résultat est un résultat qui est plus petit puisque c'est une division. Donc, le résultat plus petit égale petite échelle. Pour ne pas trop se mêler avec ça, admettons qu'on oublie que c'est une fraction qu'on doit diviser, etc. Lorsqu'on nous pose la question, quelle est la grande et la petite échelle entre le 1 10 000 et le 1 10 millions, il faut simplement se rappeler que petite échelle égale peu de détails. Lorsqu'on regarde une carte, ce que je vous le demande, parce qu'on fait un petit zoom. Donc, une carte à petite échelle, ça serait une carte du monde. Donc, ici, parce que le chiffre est très grand là. Donc, dans la question est-ce une grande ou une petite échelle, on doit se rappeler qu'une petite échelle, c'est donc une carte avec peu de détails. Donc, le zoom est moins, on a un zoom qui est plus petit. Donc, peu de détails, petite échelle. Une carte du monde. On n'a pas les détails de toutes les rivières du Canada dans une carte peu de détails à petite échelle, dans une carte du monde. Tandis qu'une carte à grande échelle, que ce soit une ville, Belgique, Montréal, etc. Donc, on le voit ici. Donc, petite échelle, disons un quartier. Ensuite, par grande échelle, un quartier. Encore un peu plus petite échelle, une ville, plus petite échelle, un pays, plus petite échelle, un continent, disons l'Afrique, encore plus petite échelle, le monde. D'accord? Donc, petite échelle, peu de détails. D'accord?
Voilà pour la question de l'échelle. Maintenant, je voudrais passer au point 1E, utilité des cartes satellites, donc toujours dans la représentation de la Terre. Donc, on a vu qu'il y en avait plusieurs utilités dans l'histoire au niveau historique. On a commencé par les mettre sur des murs de grottes, passer ensuite du 3D au 2D avec globe terrestre, cartes, etc. Maintenant, on est plus dans les cartes satellites, donc dans l'utilité télédétection et dans ce qu'on appelle l'informatique, hein, la numérisation des images et des photos. On voit ici le nombre de satellites. Il y en a des milliers autour de la planète qui communiquent en temps réel des images, des photos aériennes que l'on transpose en cartes numériques informatisées que l'on peut évidemment utiliser avec toutes les fonctions des applications web sur téléphone intelligent, sur ordi, etc. Donc, application infinie de l'avènement de l'informatique en cartographie. 4 éléments importants, en particulier qu'on peut faire maintenant avec l'informatisation et la numérisation des images, en mettant ça sur l'informatique, qu'on pouvait difficilement faire avec des cartes papier. Il n'y a pas si longtemps que ça, avant l'arrivée de l'informatique. Donc, c'est le caractère évolutif dans le temps. Bien sûr, j'y vais rapidement, des utilités, hein, évaluation immédiate de l'impact, par exemple. Une petite faute ici, évaluation immédiate, l'impact, hein, de l'impact d'une catastrophe naturelle, par exemple, pour agir au niveau du secourisme de façon plus immédiate qu'auparavant. Et on a sur l'image l'exemple du tsunami, donc où on compare, hein, c'est connu, le avant et le après, de ce que ça peut faire comme dégâts. Donc aussi de l'état de la végétation avant et après, de la grandeur de la plage, etc. Donc, question de faire de la prévention sur l'action. Hein, si on avait eu peut-être plus de végétation ou une forme différente ici, le tsunami aurait eu moins de dégâts. On voit très bien ici que c'est très pratique. Donc, on dit Missing Bridge, pont qui a été détruit ici. En précision de l'image et rapprochement au mètre près, très important. Donc, lorsque c'est le temps de sauver des vies, de pouvoir avoir un caractère évolutif dans l'analyse de nos images. Hein, ça peut nous aider lorsqu'on va reconstruire cet endroit-là, de faire la différence entre l'avant et l'après-tsunami. Hein, donc, on a une image précise. Auparavant, ça nous prenait beaucoup plus de temps pour faire le avant et le après. En fait, on n'avait pas accès aux images comme telles de l'avant et de l'après. Donc, caractère évolutif dans le temps, très important pour le côté prévention des catastrophes naturelles, entre autres. Deuxième type de catastrophe naturelle, toujours dans le caractère évolutif. Utilité, comparaison des zones à risque selon les années, toujours en prévention. Hein, ici, feu de forêt, évolution, donc 94 jusqu'à 97. Ça nous permet de faire une carte, l'évolution des feux, produite même ici pour l'année 95, à l'échelle des jours. Dans une évolution dans le temps qui peut être plus étendue en années ou plus précise en jours, ici, en temps réel, qui nous permet évidemment de sauver beaucoup de sous pour aller éteindre ces feux, mais aussi être plus efficace au niveau de nos effectifs. Hein, les pompiers ont plus de facilité à se diriger dans un territoire qui est très grand. Hein, donc, le temps est compté. Ici, on doit faire vite. On ne veut pas que le Canada au complet passe au feu. Donc, lien avec les autres infos, évidemment, puisqu'on peut coupler les données au niveau de la vitesse des vents, type de végétation, etc. Donc, auparavant, avec des cartes papier, on ne pouvait pas faire ça. Hein, il fallait étendre sur une table la carte du Canada avec les feux. On ne l'avait même pas en temps réel parce que les pompiers n'avaient pas le temps de nous transmettre l'information de l'évolution du feu. Mais en plus, sur la table, il fallait avoir la carte des vents, une troisième carte de végétation et comparer tout ça. Maintenant, on peut coupler tout ça en temps réel à l'aide de l'informatique. Donc, petit site web ici que j'aimerais regarder un peu pour l'évolution du temps de façon très rapide, hein, pour illustrer l'évolution dans le temps. Petit document ici que je vais aller vous chercher, ça ne sera pas très long. Attendez que l'on le trouve, je l'ai ici. Évolution donc de l'Europe de l'an 1000 à nos jours. Impressionnant, regardez ça. Un peu de son. On va partir, ça avance, ça avance. L'Europe. Dynamisme,
On voit l'évolution ici. Les années 40, 50, voyez ça l'Europe, temps réel. Non, je vais juste vous montrer ça. Donc on revient donc à la diapositive. Ici, juste un instant, diaporama, position actuelle. Donc voilà, il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais essayer de faire ça un petit peu vite. Donc, puisque dans la capsule, vous pouvez arrêter ou reprendre. Donc, dans évolution dans le temps, bien sûr, on a ici passage du nord-ouest, la fonte des glaces. Donc, on peut voir de 1979-2005 que les glaces se libèrent. Donc, le passage du nord-ouest versus le passage traditionnel nous fait sauver du temps, des sous, etc., etc. Deuxième élément qui est très important en rapport avec la cartographie. Donc, premier, évolutif dans le temps. Deuxième, information instantanée sur des lieux difficiles d'accès. J'en ai parlé un peu tantôt par rapport aux pompiers. Donc, on gagne du temps. Bien sûr, ici, on a déforestation en Amazonie, un genre d'image qu'on a satellite. On peut les coupler. On est capable de faire des zooms. Donc, on gagne du temps précieux. Hein, c'est pas évident, là, avoir des images aussi précises, se rendre à pied en Amazonie, le temps de revenir, etc. Là, tout ça, on a ça de façon instantanée. Donc, découverte des zones secrètes, entre autres. Hein, quand on a voulu éradiquer, on le veut encore, les feuilles de coca, les plantations, tout ça. Hein, il y a des zones qui sont cachées par la verdure. Hein, donc, ou des zones de déforestation qu'on a voulu cacher. Hein, ça nous permet également d'avoir des preuves juridiques tangibles par rapport à un problème qui est ici la déforestation, hein, qui a été échelonné sur un continent presque complet, en fait, le continent sud-américain qui concerne Brésil, bon, Équateur, Pérou, bon, Colombie, etc. Donc une économie d'argent qui peut se faire à ce niveau-là. Troisième élément important au niveau de l'application informatique, application infinie par coïncidence des données, j'en ai parlé tantôt. Écoutez, je ne rentrerai pas dans tous les détails au niveau des applications, que ce soit web, sur téléphone intelligent, etc. Je reviens par contre avec le raisonnement multiscalaire que nous avons vu en théorie. Donc, le fait de mettre des couches d'informations les unes par rapport aux autres nous permet de faire parler les données. Hein, on peut cocher des photos, les villages endommagés, les villages détruits, cocher et décocher les variables, les indicateurs comme on le veut. Évidemment, avec plusieurs utilités, nous permet de connaître les organismes sur place, les groupes armés, villages rebelles, d'avoir une intervention qui est un peu coopérative, par exemple ici dans le cas du Darfour. Hein, on sait qu'on a presque un génocide par le gouvernement central de Khartoum, donc peut-être difficile d'aller directement sur le terrain lorsqu'on a une guerre civile, entre autres, ou lorsque les ONG internationales sont chassées par le pouvoir. Donc ici, on peut le faire à distance et on peut faire coïncider les données, mais de manière virtuelle, pour avoir une élaboration qui est permanente de la situation. Par exemple, quels sont les villages qui sont détruits, l'avancée de l'armée, l'avancée des rebelles, je ne sais pas moi, l'intervention des casques bleus de l'ONU, etc., etc. À une échelle plus locale, peut-être, choix résidentiel judicieux d'un simple clic de souris, bon, c'est connu. Hein, ici, dans Villeray, avec les adresses, est-ce que je suis proche d'une pharmacie, d'un centre, d'un café web, d'un sushi shop, d'un bar, de mon cégep, de mes amis, etc., etc. Dernier point, phénomène évidemment dynamique, donc en temps réel, évidemment, avec des couleurs. On peut y aller avec les bienfaits de la cartographie au niveau de la variabilité des couleurs. Analyse d'un phénomène qui est évolutif, on l'a vu tantôt, mais en temps réel. Donc, c'est plus des simulations, on peut l'avoir en temps réel et ça peut être particulièrement important à plein de niveaux dans des actions qui doivent être faites peut-être de façon rapide. On ne parle pas évidemment ici des changements climatiques. Donc, c'était la partie sur les dynamiques, les phénomènes dynamiques de la cartographie. Je vous remercie.